Je, je croyais que j'étais déjà connecté alors que sur Facebook, alors que c'est même pas le cas. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngombeso Mbongbong, notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je fais le live, n'est-ce pas, pour vous présenter cet ouvrage. On aborde cette question-là, n'est-ce pas, depuis un bon bout de temps maintenant. Et donc, de temps en temps, si je ne vous reviens pas avec des comptes rendus de lecture, ne vous inquiétez pas. Souvent, dans mes lives, je ressors souvent beaucoup de choses sans avoir nécessairement besoin de venir ici vous présenter des ouvrages. Alors, c'est du même auteur, hein, mais on va parler de celui-là essentiellement. Celui-ci, on va préparer ça, n'est-ce pas? Il fait quoi? 450 pages, voilà. On va essayer de travailler dessus et je reviendrai dessus. Ça fait 450 pages. Je peux le bouffer, voilà, en 2 semaines maxi, 1 semaine et demie, 2 semaines. Ça dépend aussi de comment je me concentre dessus. Ça dépend aussi de mon emploi du temps. Vous savez que nous, dans la lecture, nous ne courons pas. Nous faisons ce qu'on appelle les lectures méthodiques et scientifiques. Je fais ce qu'on appelle les lectures méditatives. Il y a des fois, sur certains passages, je m'arrête, je médite. Il y a sur certains passages, j'entre en communication avec l'auteur. Je perce l'esprit de l'auteur. Je perce le mystère qu'il y a derrière. J'essaye de me connecter à l'esprit de l'auteur. C'est-à-dire que au moment où il était en train de rédiger ses parties, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Et quand tu as l'habitude de lire, tu as certains arcanes qui te permettent maintenant d'entrer dans la tête de l'auteur. Parfois, c'est comme si tu fais même le voyage avec lui. C'est comme si parfois tu es en train d'écrire avec lui. Donc, il y a ceux qui aiment bien la lecture rapide. Ils lisent un livre en 2 jours ou ils lisent un livre en 2 heures de temps. Il y a ceux qui font la lecture rapide, qui font des compétitions. Mais moi, on a une autre façon, n'est-ce pas, de lire. C'est des lectures techniques, scientifiques, des lectures méditatives, où on s'arrête sur des passages, où on médite, où on va au plus profond chercher. Parce qu'il faut percer l'essence même, aller au plus profond pour comprendre le message de l'auteur. Bonjour mon frère Eric Njitoyap. Donc mes amis de TikTok également, bonjour, partagez. Mes amis de Facebook, voilà, on partage, on envoie le maximum de likes et de cœurs. Je n'ai pas de compte monétisé, hein, donc ce que je vous demande souvent ici, c'est quoi? Juste envoyer des likes, envoyer les cœurs, les likes et les cœurs et partager. Maintenez, n'est-ce pas, le live. Donc on va présenter l'ouvrage. Bon, je l'ai présenté déjà, il y a certains fragments de texte, n'est-ce pas? Les extraits de ce livre-ci, notamment des photographies, qui sont présentes sur ma page Facebook. Donc, le livre est intitulé Kuete, des origines de la haine anti-Bamileke au génocide. L'auteur s'appelle Kuete Martin. C'est un papa camerounais qui réside au Cameroun. Et récemment, il était de passage ici. Et il était dans la communauté Bouddha. Et je suis donc passé par là pour passer la commande. Donc, il était juste de passage. Je puis vous dire que voilà, il est disponible, hein, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec lui. Tout simplement, vous pouvez le faire via Messenger en tapant tout simplement Kuete Martin et vous allez voir une photographie de ce livre-là, la première de couverture qui va vous orienter. Voilà. C'est un papa Bamileke. Voilà. Si c'est ce qui vous dérange, il est Bamileke.
Il est même 1000 fois Bamileke et fier de l'être. Et faites attention sur TikTok. Donc, si vous faites ce genre de choses, je vais tout simplement vous bloquer. Et si vous n'êtes pas intéressé par mes contenus, vous pouvez tout simplement partir. Allez faire vos plaisanteries ailleurs. On aborde des sujets ici très très importants. On n'est pas ici pour rigoler. Quand j'aborde ce genre de sujet, avant de venir faire ce que je fais, allez, Miki quoi, pas quitte la racaille. Je ne garde pas la racaille ici. Allez, comment bloquer? Allez, rapidement. Voilà, la racaille est bloquée. Donc, moi, je viens de faire ma libation, hein, c'est-à-dire que je viens de prendre un verre d'eau, n'est-ce pas? Une bonne calebasse d'eau. Je suis allé faire mes libations tout simplement à mon balcon. Pour apaiser, n'est-ce pas, l'âme de ceux-là qui sont partis, ceux-là qui sont tombés au front parce qu'ils se battaient pour la libération du Cameroun. Donc, je viens de faire cette libation. N'hésitez pas de prendre des calebasses d'eau et vous verser à chaque fois. Autant que vous pourrez le faire, faites-le. Soit autant que vous pouvez, vous versez et puis vous invoquez les ancêtres méritants. Vous appelez tous ceux-là qui sont morts pour le Cameroun. Il n'y a pas que les Oumiobe, il y a beaucoup d'autres. Et même pour les inconnus. Il n'y a pas que Ernest Wandje en pays Bamileke, il y avait les Noé Tanke, il y avait les Martin Singap, et encore que même ceux-là sont très connus. Il y a la vague, n'est-ce pas, de nos parents, de nos grands-parents, et y compris moi-même, je sors de cette famille. Voilà, de ceux-là qui s'étaient battus. Je suis descendant d'anciens combattants. Voilà. Il y a des gens qui avaient été dignes jusqu'au bout. Voilà, vous essayez de parler et puis vous essayez de faire le travail que vous pouvez. Donc, je vous ai lu le titre. Merci mon frère Kwale Mbeka. Le Cameroun, doté d'énormes potentialités, répondait aux caractéristiques d'une très bonne colonie en perspective par la suite. Par la suite, il s'est avéré être une poudrière pour la France. Les opportunités d'exploitation louées à l'ouverture de la colonisation se sont révélées n'être que des embûches dressées sur le chemin de la construction d'un Cameroun français par ceux-là qui, parallèlement, rêvaient d'un Cameroun camerounais. Faut-il plus que cela pour mettre la métropole dans tous ses états, pour faire du Bamileke le pire ennemi, marchant constamment sur sa plate-bande. La rébellion provoquée par les administrateurs coloniaux lui donna l'occasion de faire couler le sang à flot pour expier l'ensemble des crimes économiques restés impunis. Banalisée et réduite à un fait divers, le scandale a lieu dans un environnement et un contexte national et international complice, où tous les discours du moment tenus hors espace-temps étaient loin de tomber dans les oreilles attentives. En conséquence, le Cameroun a été orienté vers les voies que suivent toujours les pionniers, la réduction au silence. Kwete Martin est né vers 1952 à Foto, Bachang, à l'ouest du Cameroun. Il a un doctorat d'État. Il est doctorat d'État en géomorphologie, environnement et gestion des ressources naturelles de l'Université de Bordeaux. Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, Université de Tchang. Ancien doyen, fondateur de la faculté des lettres et sciences humaines de l'UDS, conseiller technique auprès du recteur de l'UDS, l'Université de Tchang, de 2005 à 2012. Donc il était de passage récemment à Paris. Voilà, j'ai pu avoir également celui-là. Comprendre la rébellion du pays Bamileke. La vie quotidienne à l'ouest du Cameroun sous la rébellion. Et donc on va entrer dans un certain nombre de détails. J'en parlais ici là récemment avec ce qu'on appelle en pays Bamileke, même pas des plats, c'est des repas, bon, ils appellent ça des repas de survie, mais ce ne sont pas des repas en tant que tels. C'est-à-dire que
tout ce qui est... Dans quel contexte les gens ont commencé à manger et apprécier, par exemple, du tapioca? Il y a la cola, il y a le maïs grillé, des petits trucs comme ça qu'on grignotait en période de crise. C'est-à-dire quand on ne peut même pas parler de guerre, parce que guerre, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'affrontent, mais on a en face une armée qui est l'une des plus puissantes du monde, l'armée française. On a la milice, n'est-ce pas, les supplétifs de l'armée, qui sont des Africains eux-mêmes qui commettent ces crimes-là. Et on a une population qui essaye de se défendre avec les petits, les ndomos du quartier, c'est-à-dire que parfois des cailloux, on essaye de jeter sur quelqu'un qui est surarmé. Non, je ne fais pas monter les gens ici. Il ne faut plus venir dans mes lives demander à monter. Et je ne viens pas dans vos lives demander à monter non plus. Il ne faut pas venir perturber les gens. Parfois, vous n'avez même pas le niveau de ce qu'on parle. Vous ne comprenez même pas de quoi on parle. Vous voulez juste venir monter en live. Là, on est en train de faire un live, c'est sérieux là. Mes lives, mes conférences ici, c'est des choses sérieuses. On ne vient pas faire les commentaires du quartier. Je ne m'adresse pas particulièrement à toi, hein, mais je m'adresse aux autres. Parce que vous avez bien remarqué que je ne viens pas dans vos lives demander la parole. Quand j'ai à parler, j'ai dit quelque chose, je parle ici pour moi. Je m'adresse à mes followers, ceux que ça intéresse, ils suivent, ceux que ça n'intéresse pas, ce n'est pas le problème. Et je consigne cela parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Là, c'est sur TikTok. En même temps, là, c'est sur Facebook. Mais après, je vais enregistrer ça sur YouTube. Je vais consigner ça là-bas. On laisse ça, on le pose quelque part. Peut-être que ceux qui sont en train de m'écouter maintenant ne sont même pas les destinataires du message que je porte ici. Et plus tard, les enfants qui viendront vont s'asseoir et écouter ce que je suis en train de faire. Parce que c'est un travail sérieux. On est juste là, on veut parler, mais les gens n'écoutent pas. C'est pour ça que j'ai du mal à aller même trouver des gens en ligne, demander la parole. Je trouve que c'est très très difficile. Parce que vous avez des gens qui n'écoutent pas. Des gens qui parlent pour s'entendre parler. Qui ne peuvent pas débattre. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, ils créent des clans pour t'éloigner, je ne sais pas quoi, pour tenter de t'humilier. Donc moi, je ne viens pas sur vos panels demander la parole. Laissez-moi tranquille là où je suis. Donc, je vous ai lu cette partie. Donc, j'étais en train de vous parler des repas de résistance. Je reviendrai certainement dessus. Donc, vous savez, il faut faire la différence entre... il faut faire la différence entre des repas de survie dont je viens de citer, hein, comme par exemple le riz sauté. Vous voyez, les Camerounais dignes de ce nom, hein, qui mangent du bon condré, des Camerounais dignes de ce nom qui mangent du vrai macabo avec du hérisson, les Camerounais qui mangent, quand les Africains la plupart du temps veulent s'asseoir pour manger un vrai repas, ils ne mangent pas du riz. Ils mangent du macabo, des plantains, des tubercules solides là, avec des bonnes sauces. Arrosé du bon vin blanc avec voilà, des bonnes sauces là. C'est ce que voilà. Donc pareil en pays bamileke, vous aurez des repas qu'on appelle des repas de grande classe quoi. Ce sont des plats royaux. Vous avez du bon taro, vous avez du condré, vous avez d'autres plats traditionnels. Et il y a des repas qu'on consomme très rapidement en passant vite fait quand on est pressé. Peut-être on est rentré du travail, on est très fatigué. On n'a pas le temps de faire un vrai repas. C'est pour ça que les vrais repas souvent se faisaient en période de repos ou les week-ends. Vous avez donc ce qu'on appelle, les Bangantais appellent ça le cidre colloque. En pays bamileke, c'est-à-dire que les plantains que vous voyez, on découpe comme ça, des petits. On jette dans la marmite, on met un peu de sel et tout, on met un seul mbunga dessus ou un truc vite fait, et puis on mange et puis on va dormir. Parce qu'on va se lever très tôt pour aller au boulot, on n'a pas le temps de faire des vrais repas. Ou parfois, ça pouvait être dans des contextes où il y a la guerre, les gens mangeaient des arachides grillés, le maïs grillé, des choses comme ça, des choses grillées, c'était parfois du vite fait. Et d'autres aussi qu'on mangeait cru parce qu'il ne fallait pas faire du feu. Si on fait du feu, la fumée monte, on sait qu'à cet endroit-là, il y a des gens et on va les arrêter. On les exécute tout simplement et on coupe les têtes, on va déposer. On va déposer dans les carrefours pour effrayer les populations, pour traumatiser les populations. Et à la fin, donc, au sortir donc du maquis,
au sortir donc de ce génocide, nos parents se retrouvent jetés à la vindicte populaire avec ceux-là qui considèrent que non, eux, ils sont beaucoup plus républicains. En fait, ils n'ont pas accepté de faire comme les autres qui sont devenus des maquisards. Des gens qui sont traités de maquisards alors que ce sont des héros, des gens qui se battaient pour la réunification et l'indépendance du Cameroun. Mon volume n'est pas très bon, j'ai mis au plus haut. Hein. Vraiment, je suis là au plus haut. Je ne peux pas faire plus. Mon frère sur Facebook, sur TikTok également, je suis vraiment au plus haut. Je ne peux pas parler fort non plus si j'écris. Essayez d'augmenter le volume aussi de votre côté, monsieur Marc Easy. Augmentez le volume de votre côté. Donc, cet ouvrage est très très important. Très très important. C'est-à-dire que l'auteur va partir du premier contact, parce qu'on ne va pas rentrer dans le contact d'avant avec l'arrivée des Allemands, des autres, voilà. On va partir de 1930. L'auteur va partir de ce premier contact-là avec la France, parce qu'on parle de cette période-là pour arriver au génocide. C'est pour ça qu'il parle des origines de la haine anti-Bamileke au génocide. Et donc, il y a celui-là qui va apparaître qu'on appelle Lamberton. Lamberton avec le Bamileke est un caillou dans la chaussure du colon. Le Cameroun va à l'indépendance avec ce caillou bien jeunant dans sa chaussure. C'est le Bamileke. Bonjour à Sibi. Donc, il y a une période quand même de collaboration entre l'armée française et les populations locales. Et à partir du moment où les Bamileke vont commencer à gêner les intérêts des Français, voilà d'où vient cette haine. Il y a les origines de la haine. Et bien avant cela, il y a déjà des attaques, il y a déjà des affrontements avec ceux-là qui avaient refusé de se soumettre. On parle par exemple de 1905 avec l'incendie de la chefferie Baham. Et ça, c'est les Allemands. Donc, on ne parle même pas encore des Français, parce que les Français, c'est plus tard, à partir de 1919-1920. Donc, pendant cette période-là, il va avoir un calme relatif. Les gens, ils vont même commercer, ils vont essayer de changer. Sauf que le Bamileke a ceci de particulier qu'il va essayer de grappiller un peu. Il va essayer d'aller s'attaquer aux intérêts d'une multinationale, ou alors des multinationales occidentales basées à l'ouest de Cameroun. Notamment, il y en a une qui s'appelle le Pastoral, qui produit du lait, qu'il exporte un peu partout. Cette multinationale également occupe des espaces de terre. Il n'y a pas assez de terre déjà à l'ouest, donc le peu qui reste pour les Bamileke, à cause du fait qu'il y a un climat favorable, n'est-ce pas, à l'agriculture, ils vont décider de s'installer là-bas pour l'élevage bovin, pour l'agriculture et autres. Sauf que le Bamileke va se battre pour occuper cet espace vital qui lui reste. Parce que Bamileke aussi étant progressivement entré dans l'agriculture. Parce que on aime bien parler du Bamileke comme étant des commerçants. Mais la vie d'un peuple, l'histoire d'un peuple n'est pas linéaire. On ne peut pas être de tout temps, je ne sais pas, bon chasseur ou bien de tout temps bon maçon et autres. Non, c'est pas linéaire. Il y a des moments où, voilà, c'est sans cesse changeant. Il y a des dynamismes qui entrent en place et qui ne permettent pas, ne facilitent pas, n'est-ce pas, des habitudes qu'on avait dans un certain domaine bien avant. C'est-à-dire que vous allez voir aujourd'hui des gens qui présentent toujours le Bamileke comme un commerçant, mais non. L'histoire de notre peuple, le Bamileke n'a pas toujours été commerçant. Le Bamileke s'est adapté au contexte. Ceux-là qui s'étaient battus à construire cette civilisation, il y a eu des moments où il y avait une paix, où les gens se sont sédentarisés. Ils ont pris le temps de construire, de bâtir une civilisation, de perpétuer les traditions et tout le reste. Il y a également des périodes de guerre qui viennent changer le cours de l'histoire. On passe de ce peuple-là, finalement, à un peuple d'agriculteurs, parce qu'il faut trouver l'espace. Donc, on passe de celui-là qui vivait, par exemple, de la chasse et de la cueillette, et qui, à côté, a bâti une civilisation mineure,
On passe de ce stade-là au stade de peuple qui va vivre de la chasse, qui va également faire de la, qui va faire de l'agriculture. Et de peuple d'agriculteurs, on va passer à peuple de commerçants. Avec le contact, avec des pays voisins. À travers des cours d'eau, on va commercer avec d'autres populations. Avec la création des grandes villes, Douala, Yaoundé et tout, beaucoup se sont déplacés dans le contexte de guerre que vous connaissez, mais d'autres aussi sont allés à la quête d'autres terres, aller s'installer ailleurs, d'autres sont allés commercer, d'autres pour plusieurs raisons. Mais la raison principale est que les gens sont partis parce qu'ils fuyaient la guerre. Donc, les Occidentaux, notamment les Français, ne vont pas supporter que les Bamileke s'attaquent à leur business. Et c'est à partir de là maintenant que la guerre va commencer véritablement. Parce qu'avant ça, il y a déjà une présence française. Mais sauf qu'ils sont dans le business et ils investissent. Le Bamileke, et vous allez voir, c'est ce qui s'est exactement passé au Cameroun avec les multinationales occidentales qui ont commencé à perdre pied à partir d'un certain moment. C'est à quel moment exactement qu'ils ont commencé à perdre leur business au pays? C'est avec l'entrée des Bamileke sur le marché. Sur le marché. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des gens, pour les anciens, ils vous diront, ils ont connu des supermarchés à l'époque au Cameroun. Hein. Vous avez des supermarchés à l'époque qui appartenaient aux Grecs. Il y a d'ailleurs une famille très riche en Grèce jusqu'à aujourd'hui. La famille Papadopoulos, c'est des gens qui ont fait fortune au Cameroun. Comme vous avez à l'époque de l'esclavage, la famille William Davenport, venue de Liverpool, qui a fait fortune au Cameroun en puisant nos ancêtres sur la côte de Abimbia pour aller dans la ville de Liverpool. Jusqu'aujourd'hui, cette famille, n'est-ce pas, a pu perpétuer. Leurs descendants sont encore bien présents là à Liverpool. Donc, le Bamileke va donc s'attaquer au business, aux intérêts des Français. Et progressivement, les Français, non, ils ne vont pas accepter cela. Mais comment se fait-il que ils viennent faire le même business que nous, alors qu'ils sont des sauvages? Le Bamileke va dire, non, moi je veux aussi cultiver du café. Or, le café, il y a en 1937 un code, comme il y a le code de l'esclavage, il y a également le code du café. Et donc le code du café interdit aux locaux, c'est-à-dire aux indigènes, aux sauvages, de cultiver du café. Il y a l'intermédiaire maintenant entre le blanc et les sauvages et les indigènes. C'est les chefs supérieurs, les chefs traditionnels, à qui on va donner quelques petits lopins de terre, à qui on va autoriser par moment, n'est-ce pas, de cultiver du café, du cacao, des produits comme ça. Et le Bamileke progressivement va dire non, je veux mon espace de terre pour cultiver mes macabos, mes maniocs et autres, parce qu'on déguerpissait, on chassait les populations, on prenait ces vastes pâturages-là pour nourrir des bœufs, et à côté pour cultiver des plantations, des cultures de rente qui allaient finalement retourner en Europe. Le Bamileke commence à s'attaquer, n'est-ce pas, à ses intérêts. Et les Français disent non, vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, ils sont attaqués progressivement. C'est donc, on parle à des origines de cette haine-là. Vous allez voir progressivement les Français qui ont fait fortune, par exemple, dans la brasserie. Vous avez Pierre Castel, vous avez des entreprises, hein, occidentales, des multinationales qui sont venus faire fortune. Et plus le Bamileke entrait dans ces secteurs, plus les Bamileke les bousculaient. Les hommes d'affaires Bamileke vont entrer dans ce qu'on appelle les produits de première nécessité. Tout ce qui est fourniture de lait, de sucre, et même l'élevage. Aujourd'hui, vous voyez à l'ouest du Cameroun, les gens font beaucoup d'élevage. Et tout ce qu'on arrive à produire là-bas sont revendus, distribués dans les zones de la sous-région. Donc ce sont des véritables pôles de production. Mendon Georgette, bonjour Bertie, voilà Maestro avec ta photo en présidentielle, je ne sais plus quoi, sur son panel. Je ne sais pas, il ne faut pas vraiment me distraire avec des sujets comme ça. Maestro, c'est mon frère, dites-lui que je n'ai aucun problème avec lui. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de soucis avec lui. Donc, je suis en train de parler d'un sujet très important. Vous venez m'amener dans une histoire de Maestro. Je ne discute rien avec Maestro. C'est quelqu'un que je respecte. Lui, il me respecte. Je n'ai jamais eu d'accrochage avec lui. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez créer ce genre de choses. Laissez-le faire ce qu'il a à faire là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, là, vous faites comme ça. Vous me faites perdre le fil de l'idée en plus. Donc,
vous allez voir, les équipes de football, à l'époque, c'était des Blancs qui avaient certaines équipes. Vous allez bien remarquer que les équipes, à l'époque, c'était des équipes qui étaient créées à partir des grandes industries. C'est d'ailleurs le cas en Europe où, quand vous voyez Manchester, vous voyez les villes comme Auxerre, vous voyez les villes comme Lens, vous avez des clubs de football qu'on a créés. Le football n'est que la partie, si vous voulez, culturelle, la partie un peu joviale, distraction. Mais avant tout ça, les équipes de football dépendent des industries. C'est comme en Italie. Vous voyez là, vous voyez Parme par exemple, vous voyez Juventus. Tous ces grands clubs que vous voyez là, ce sont à la base d'abord des entreprises. Mais le Bamileke va encore venir attaquer ce marché. Les footballeurs qui étaient formés à l'époque par des Blancs et tout, non. Kadji Sport Academic va entrer dans le business en créant des centres de football où on va sortir des gars comme les Samuel Eto'o, les Eric Gemba et tout ça. Beaucoup vont passer par le KS. Vous allez voir que progressivement dans tous les secteurs, les supermarchés, les Bamileke vont entrer dans ça. Ils vont s'attaquer à ce marché-là et ils vont commencer à gratter un peu dans les intérêts des Occidentaux et des multinationales occidentales. Mais à un moment, ils se disent, mais pourquoi parmi tous les Camerounais, il y a cette poche-là, il y a une poche de gens quelque part qui sont des gens bizarres. Ils sont très prétentieux et osent venir sur notre terrain. C'est-à-dire que pour eux, c'était déjà des marchés acquis à l'avance. Ils étaient en terrain de confort. Ils étaient en territoire conquis. Ils ne savaient pas que les Bamileke pouvaient s'attaquer à ces intérêts. Et donc, ils vont donc monter les autres populations en leur disant, attention, ceux-là sont dangereux pour vous parce que c'est des gens qui, d'ailleurs, même dans notre propre secteur, essayent de nous bousculer. Ils sont dangereux. Donc, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en train de répandre cette haine-là sur les réseaux sociaux, présentant les Bamileke comme des gens à qui Biya a donné du commerce. Biya a donné tous les secteurs aux gens. Biya a ouvert les portes, alors que sur la même période, vous avez des hommes d'affaires que Biya a fait venir au Cameroun pour casser les industriels Bamileke qui avaient osé s'attaquer. Vous avez vu récemment une vidéo de quelqu'un qu'on appelle le milliardaire Bokom, celui qui a Bokom Petroleum, Mbonien. Il disait que on a dit pour avoir droit le droit d'exploiter un certain nombre de secteurs, notamment le secteur, ça doit être minier quelque part comme ça à l'est, il fallait que ce soit des étrangers. Donc si tu étais un Camerounais, tu venais attaquer ce capital, tu disais que non, 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 ce business-là, ce secteur, ce n'est pas réservé pour vous. Il explique dans une vidéo qu'il a fait sa femme aller s'installer au Canada, accoucher au Canada, un enfant qui a des papiers canadiens, pour qu'il vienne créer l'entreprise comme étant un étranger. Et c'est plus tard qu'on se rend compte que, hey, donc c'est beau comme le Bamileke là qui était derrière le projet. Mais au départ, ils ont cru que c'était des Canadiens. Donc, vous voyez tous les stratagèmes que le Bamileke doit utiliser dans son propre pays pour avoir le droit d'ouvrir une entreprise dans un secteur réservé aux autres. Mais vous avez en même temps des gens qui vous disent que non, Biya a tout donné au Bamileke. Comme vous avez une racaille hier qui s'appelle quoi encore là, du Camer, qui est venu dire que non, les Bamileke, ce sont eux qui ont le secteur du vin rouge, ce sont eux qui ont les champagnes. Personne d'autre ne peut importer du vin au Cameroun. Personne d'autre ne peut importer du vin en dehors des Bamileke. Et c'est un secteur qui a été remis par Paul Biya. Quand les gens répandent des choses comme ça, c'est très grave. Et ils ont des panels où il y a 1000 idiots qui les écoutent. Et ces idiots vont répandre ça ailleurs. Il y a tellement d'exemples. Quelqu'un rit à qui donc Biya a détruit les sociétés Bamileke et autres. Il y a tellement d'exemples. Je peux vous conseiller un ouvrage ici au Cameroun de Paul Biya. Et il y a tellement d'exemples devant nous, des hommes d'affaires qui ont été cassés par Paul Biya. On ne dit pas qu'il n'y a pas des hommes d'affaires Bamileke qui ont fait fortune sous les Biya. Mais il faut faire attention au discours qu'on tient sur la place publique. Parce que leur objectif, tous ces gens-là, c'est de casser du Bamileke et les présenter comme des gens dangereux. Donc, il était question pour moi ici d'expliquer à partir de quel moment il y a eu
si vous voulez, des frictions, des mésententes et les dissensions ont finalement débouché sur la guerre que vous avez vue par la suite. Donc, on va venir ici. C'est pour ça que je parlais du passage d'une relation du beau fixe au conflit entre le Cameroun et la France après 40 ans de vie partagée. Je parle de la concurrence du Bamileke et tout ça. Donc maintenant, il y a une partie, j'expliquais ça il y a 2 jours, hein, pour ceux-là qui ne savent pas. Justement, j'étais en train de répondre, je parlais de ça justement hier, dans mon live. Pourquoi? Parce que le même Dukamel, la même Rakai, ce tribaliste-là disait que les Bamileke, ils ont eu des avantages, l'État a donné ceci aux Bamileke et tout. C'est pour ça qu'il est important d'expliquer que les gens ne sont pas devenus, les Bamileke ne sont pas devenus commerçants parce qu'ils voulaient. Les Bamileke sont devenus commerçants. Merci à la modératrice Asibi pour le nettoyage. Si une racaille se pointe avec des commentaires bizarres, tu nettoies tout simplement. Je n'ai pas de temps à perdre ici et je ne viens pas ici perdre mon temps. Quand on parle des sujets aussi sérieux, il s'agit de nos parents, des Camerounais qui sont morts parce qu'ils se battaient pour leur pays, parce qu'ils se battaient pour la réunification et l'indépendance du Cameroun. Sur 475 442 km². Et hier, dans le live où ils me reçoivent, je parle de la création d'un lobbying pour défendre les intérêts du peuple bamileke. Leur cerveau a disjoncté. Ils ont entendu par lobbying que j'ai dit qu'il faut qu'on crée un État. Donc de lobbying, ils sont passés à la sécession. C'est-à-dire que vous avez des tarés comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Bref. Donc, les Bamileke ne sont pas devenus commerçants parce qu'ils voulaient. Ils ne sont pas devenus agriculteurs parce qu'ils voulaient. Ils se sont adaptés. C'est-à-dire que c'est ce que personne ne voulait faire. Que le Bamileke a commencé le Bayam Selam, que les autres ne voulaient pas faire. Parce qu'il y avait un commerce beaucoup plus lucratif qui était cet échange-là entre les populations de la côte et les Occidentaux qui arrivaient sur les côtes. Il y avait un intermédiaire, c'était les populations de la côte, qui allaient, eux, dans l'interland chercher les produits dont ils avaient besoin. C'était beaucoup plus lucratif que le Bamileke qui finalement devient le Bayam Selam, qui porte ceci, il marche des kilomètres dans des plantes, dans des champs à gauche, à droite pour aller proposer des marchandises aux gens. Les Bamileke ne sont pas devenus peuple de débrouillards, de commerçants parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils étaient exclus de l'administration, exclus de la chose publique. Ils ont donc retroussé leurs manches, ils sont entrés dans des champs. Et même pour travailler dans des champs au départ, c'était toujours très difficile parce que pour travailler dans les champs, il faut avoir des semences. Et donc à l'époque, je parlais de 1937 où il y a l'interdiction de cultiver. On dit aux gens, non, vous ne pouvez pas cultiver. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Bamileke se transforment la nuit, ils se déguisaient pour aller dans les plantations des Blancs et de certains chefs traditionnels qui avaient le droit pour voler les semences. Beaucoup se faisaient attraper et ils se faisaient kilam. Donc même pour avoir l'espace de terre pour cultiver les petits macabos, les petits maniocs et tout ça, c'était une bagarre. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'on ait le droit d'avoir des lopins de terre. Autrement, pendant l'occupation, ils ont créé ce qu'on appelait les camps de regroupement où on allait prendre des gens de villages entiers, on venait rassembler sur un seul espace pour mieux les liquider, mieux les éliminer. Ils étaient nourris comme des chèvres, nourris comme des animaux. On leur versait de la nourriture avariée, on donnait des semoules, on jetait des choses comme ça à nos parents qui mangeaient comme des chiens. Ils sortaient des plantations, des brousses, avec des chics sur eux, des gens qui, parfois sans vêtements. Et le meilleur moyen de les obliger à rejoindre les camps de regroupement, c'était d'arriver, brûler les maisons. Et quand on trouvait des habits qu'on avait séchés et tout, ils prenaient tous ces vêtements, ils brûlaient. Donc, ils avaient besoin donc des manteaux. Et donc, ces manteaux-là, puisqu'il faisait froid, ils en avaient besoin. Donc, si tu reviens et que tu n'as plus de quoi t'habiller, tu n'as plus de quoi te couvrir quand tu as froid,
On obligeait ces gens-là, ils étaient en quelque sorte obligés de rejoindre des camps de regroupement. Et au moment venu, quand on voulait les liquider, c'était très facile de s'attaquer à eux parce qu'ils étaient nombreux et réunis au même endroit. On réunissait au même endroit l'ennemi avec les victimes, avec les bourreaux. Et même entre eux, il y avait des attaques parce que tel dit, ah, c'est toi qui as livré mon frère, ah, c'est toi qui as trahi mon frère. Et tout ça a été fait exprès. C'est un génocide. Quelque chose qui a été très grave. Et vous voyez des intellectuels qui montent sur les plateaux de télé pour nier ce que tout le monde connaît. Pour nier l'évidence. Ça veut dire insulter les sacrifices de nos parents et arrière-parents camerounais qui se sont battus pour l'indépendance, la réunification et l'indépendance du Cameroun. C'est pour ça que je répondais l'autre jour en disant, mais ceux qui parlent du projet de création d'un État bamileke, c'est une insulte à vos grands-parents qui sont morts au front parce qu'ils se battaient pour l'indépendance, la réunification et l'indépendance des 475 442 km². Ils ne se battaient pas pour 6 000 minables km² à l'ouest. Les Bamileke n'ont pas de terre. J'ai posé la question l'autre jour, les gens qui disent que les Bamileke chez eux, à l'ouest, ils ne vendent pas les terres aux gens. Est-ce qu'il y a d'abord les terres à l'ouest? Ils sont nombreux, les Bamileke, par millions qui n'ont pas un lopin de terre à l'ouest, ils n'ont hérité de rien. Mais si tu vas dans d'autres régions du Cameroun, c'est très difficile de voir quelqu'un qui va te dire que je n'ai pas de terre. Les autres ont eu des terres. C'est pour ça qu'ils peuvent vendre les terres. Parce que même si on leur laisse ces terres, ils ne vont rien en faire. Il y en a tellement. Il y a des gens qui ont des terres, ils ne connaissent même plus les limites. Or, l'ouest Cameroun, on est réduit sur 13 000 km². Le côté Bamileke, on a à peine 6 000 km² minuscules comme ça, pour une population qui est très grande. On accuse les Bamileke en disant, ah non, ils ne vendent pas leurs terres aux gens. Où sont les terres pour prétendre les vendre? Les Bamileke pour cultiver vont à Fumban. Ils vont dans le Noun là-bas chercher les terres à cultiver parce qu'il n'y en a pas du côté Bamileke. Ils vont du côté des Bamoun cultiver. Allez à Bafoussam, allez partout, vous allez voir comment les gens prennent des camions le matin, des dinas et tout ça, pour aller cultiver là-bas. Parfois, ils dorment une semaine en Jimbot, à Fumbot, partout là-bas, Massangam, un peu partout là-bas. On vient accuser la victime qui n'a déjà pas de terre de ne pas en vendre, quoi. C'est pour ça que nous faisons ce travail de déconstruction de tous ces mensonges et toutes ces manipulations qu'il y a sur la toile. Et nous parlons sur la base des documents. Nous ne bavardons pas. Donc, cela va déboucher sur la guerre. Sur le génocide, parce que c'est une population innocente totalement qui est attaquée. On va encore une fois de plus se servir d'un prétexte qui était très utilisé à l'époque. Ce sont des communistes, parce que, comme on dit, pour abattre son chien, il faut l'accuser de rage. Il fallait trouver un prétexte pour attaquer les populations africaines, en l'occurrence ici les Bamileke au Cameroun, comme en Pays-Bassa, comme dans d'autres régions, comme chez les Banènes, comme il y en a eu dans le Grand Nord, comme il y en a eu un peu partout. Il fallait les attaquer. Il fallait donc les traiter. C'est pour ça qu'ils ont traité l'UPC de mouvement communiste. Et donc, dans un contexte international de guerre froide, les capitalistes prenaient le dessus sur les communistes. Et comme la plupart des leaders de l'UPC étaient à l'époque formés par des communistes, pour certains, ils étaient formés en Chine, pour d'autres formés en Russie, ou alors pour d'autres, ils étaient formés sur place par des gens qui étaient de formation communiste, formation idéologique communiste. Comme les Gaston Oda, par exemple, ils sont nombreux qui étaient sur place, voilà, et qui avaient formé, qui faisaient donner des cours aux gens comme les Oumniobe et les premières générations des UPCistes, qui ont formé ce qu'on va appeler la première génération qui est allée en exil, qui concernait à l'époque beaucoup plus les leaders. La deuxième génération constituée majoritairement des combattants. C'est ceux-là qui vont aller aussi dans des zones anglophones. À l'époque, quand le Cameroun anglophone accueillait ceux qui fuyaient de Maki du côté francophone pour aller dans des zones anglophones se cacher. J'en parlais encore hier.
Donc, ils vont utiliser donc ce prétexte pour attaquer les Camerounais, en traitant tous ces leaders-là de communistes. Et après donc, le génocide, ils vont installer ceux-là qu'ils vont choisir pour diriger la destinée du Cameroun. Donc, il y a un autre point très important. Pour effrayer les populations. Donc, pour terminer, j'espère que j'ai tout dit là-dessus, pour qu'on se comprenne très bien. Donc, les Bamilékés ne sont pas nés commerçants, ils se sont adaptés. Ils ne sont pas nés agriculteurs, ils se sont adaptés. Et je disais que même pour avoir des pépinières, ils allaient voler la nuit. D'autres travaillaient dans des pépinières, ils n'avaient pas le droit de ramener des pépinières chez eux parce qu'il était interdit de cultiver tout ce qui était café, cacao et autres. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les avalaient. Et quand ils rentraient chez eux, ils partaient faire des sels. Et parmi les sels, ils triaient des grains de café pour faire des pépinières, des grains de cacao, des grains de ceci, des grains de cela. Pour se permettre d'avoir leur propre lopin de terre. Pour cultiver là-bas ce qu'ils voulaient. Et donc ça a créé des troubles terribles à l'ouest. Des gens qui se battaient. Parce que le blanc avait dit, vous n'avez pas le droit de cultiver tout ce qui est café, cacao. Ils ont dit, nous allons le faire. Et nous allons le faire sur nos terres. Pendant que le blanc disait, non, ces terres-là, vous n'avez pas le droit de les cultiver. On voulait les nourrir avec de la semoule et des nourritures avariées. Et tout, ils ont dit, non, nous avons nos maniocs, nous avons nos bananes et autres. Nous avons nos tubercules. Notamment, quelqu'un parlait là de la banane des Bamilékés qui est les coups doigts là comme ça que vous voyez un peu partout. C'est ce qui a permis à nos parents de résister. De résister et de résister encore. Et donc, comme c'était un peuple très dynamique, un peuple insoumis, et qui attaquait des secteurs d'activité très très lucratifs, les Blancs ont dit, ok, il faut les éliminer. Il faut les génocider. Et donc, pour les génocider, il faut trouver un prétexte. Ah, c'est des communistes, c'est des gens dangereux. Ah, ils ne se soumettent pas aux Blancs que nous sommes. Ils ont osé nous attaquer. Ah bon, maintenant, ils vont voir. Ce sont des gens dangereux. C'est le caillou dans la chaussure du colon. Le caillou dans la chaussure du Cameroun. Et donc les autres populations camerounaises, méfiez-vous des Bamilékés, ils sont dangereux. C'est comme ça la propagande. On continue. Et le même discours est tenu dans les chaînes de télévision, dans les chaînes de radio, un peu à gauche, à droite, dans la presse écrite, on diffuse ça partout. Y compris les Bamilékés eux-mêmes qui étaient dans le business. C'est-à-dire qu'on distribue les journaux qui répandent la haine du Bamiléké. J'ai sorti l'autre jour, là, ça sur ma page et tout, vous avez les journaux que vous voyez là, où c'est écrit dessus. Il y a un autre journal, c'était quoi, Bélibi, il y a plein de journaux. N'oubliez pas que la plupart des gens qui étaient des commerçants dans la ville de Douala, Yaoundé, un peu partout au Cameroun, et qui avaient des kiosques où on vend ces journaux-là, c'était des Bamilékés. Sur 18 kiosques repérés à Douala, 16 appartenaient aux Bamilékés. Mais on vient livrer aux Bamilékés des tonnes de documents comme ça. Où on dit aux Bamilékés, quittez Douala, rentrez chez vous à l'ouest. Le Bamiléké, oui, voit que par journal vendu, s'il gagne ses 10 francs ou ses 20 francs, ça fait son bénéfice. À Sibi, il ne faut pas oublier quand tu es là. Hein, je vois quelqu'un qui m'appelle, c'est l'intellectuel quoi du village. Les Bamilékons et autres. Allez, tu as été bloqué. Nous, on parle de nos choses ici sans attaquer les tribus des gens. Ils viennent, ils nous attaquent, ils nous insultent. Le jour où on va répondre, ils vont dire, ah, c'est les tribalistes. On continue. Encore une fois, il me fait perdre le fil de l'idée. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Donc, je parlais encore de quoi? Vous voyez, c'est pour ça quand je fais mes lives, parfois tu te concentres sur quelque chose.
Voilà, je parlais des journaux. Merci. Merci. Donc, eux-mêmes, ils vendaient ça. Parce que derrière ça, ils cherchaient leur argent. C'est ce que je reproche. Et tous les jours ici, là, je tape sur les Bamileke. Cet esprit-là, mercantiliste, opportuniste, où on regarde tout en termes de bénéfices, de gains. Un peuple ne peut pas fonctionner comme ça. Humilié sur l'ensemble du territoire, mais tout ce qui les intéresse, c'est leur argent. Du moment où ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont contents. Mais tu vends un journal où on appelle au génocide de ton propre peuple. Le matin, on vient livrer, tu prends, tu exposes. Parce que ce qui t'intéresse, c'est ton argent. Voilà comment le Bamileke fonctionne. Son argent et rien que son argent. Donc, ils vont donc traumatiser les populations. Ils vont imposer le contrôle des cartes d'identité. Ils vont exécuter, ils ont reprimé le maquis, ils vont exécuter les indépendantistes sur la place publique pour créer la peur, pour choquer. Il faut choquer les esprits. Et les enfants rentrent de l'école. Les enfants, je vais dire, rentrent parfois. Les enfants sont en train de jouer au football. Et à côté, vous avez des cadavres là qui sont mangés par des porcs, qui sont mangés par des chiens, qui sont mangés par des animaux. Tellement le contexte de l'époque, il y avait tellement de morts à un moment où c'était devenu banal voir des cadavres partout. Tu arrives ici, tu vois des têtes des gens qu'on a exposés. Il fallait créer cette peur-là. Et les gens, quand ils voyaient ça, ils étaient effrayés. Les enfants jouaient au ballon, au pouce-pion à côté. Ils ont grandi dans ce contexte-là où on leur disait, Lorjou, ferme ta bouche. C'est pour ça que tu vois le Bamileke jusqu'aujourd'hui, il a même 50 ans, 60 ans. C'est des gens qui n'arrivent pas à se libérer et parler. C'est des gens traumatisés. C'est des gens qui sont nés dans un contexte où leurs parents déjà étaient eux-mêmes traumatisés. Et leurs parents ont donc transmis ces traumatismes-là à leurs enfants. Et ça donne le réflexe de subordination que vous voyez aujourd'hui avec le Bamileke qui n'arrive pas à parler. Le long chou, on les insulte. Et c'est là où il va te donner des cadeaux. C'est-à-dire que moi, Bertie, je peux faire mes lives comme je fais là, poser, où j'explique un certain nombre de choses. Ils ne vont pas me donner des cadeaux. D'ailleurs que je n'en ai jamais demandé. Je ne vous demande rien. Je gagne très bien ma vie. Je suis jamais venu ici vous dire envoyez-moi des cadeaux. Envoyez les likes, envoyez les cœurs, protégez le direct. Vous allez voir les mêmes Bamileke qui sont assis ici, regardent ce que je fais. Parfois, ils ne réagissent même pas. Parfois, ils ont même peur de commenter. Parfois, ils ont peur de mettre le moindre commentaire. On va dire que, ah, tu commentes sur la page de Bertie, le tribaliste là. Ah, tu commentes sur sa page. Les mêmes là vont quitter. Tout à l'heure, Ahmed Kameh va faire un direct. Le même Ahmed Kameh qui avait porté la machette contre les Bamileke. Le même Ahmed Kameh qui a maintenant pour cible les femmes Bamileke qui l'enseignent à gauche, à droite et qui humilie. Et qui l'humilie à volonté, à souhait. Le même Ahmed Kameh organise un direct là maintenant. Il y aura 1000 personnes. Il insulte les Bamileke tous les jours. Les Bamileke vont aller cotiser là-bas. Ça donne ce que vous voyez. C'est des réflexes de génuflexion. C'est des réflexes de subordination. C'est un peuple qui est en souffrance. C'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Prends des Bamileke jusqu'à l'âge de 50, 60 ans. C'est des gens qui ne se sont pas encore. Ils n'ont pas appris à se libérer. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de faire comme ça là. Tu vois un Bamileke, il est toujours en train de... Même jusqu'à 50 ans. Quand il veut parler, il vérifie d'abord. Il n'y a personne. Il ne sait pas parler comme ça. Regardez tout droit. Quelqu'un lui dit les vérités. Dit les choses de façon très claire, de façon crue. Et dit que ça ne marchera pas comme ça. Et ça se voit dans le comportement de beaucoup. Il faut donc lutter. Et tous les jours, nous allons faire notre travail. Et je suis donc en mission ancestrale en tant que Ngumbe Sombungbong. Quand les ancêtres disent, allez, va parler. Je viens, je prends la parole. Et je télécharge sur YouTube. Je garde. Tapez Bertie
Bertie Le Camite sur YouTube. Hein, il y a ma chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas massivement. Quand je termine ici, je télécharge toujours là-bas pour permettre aux gens qui sont sur YouTube et aussi pour archiver parce que YouTube, c'est le meilleur dans ce domaine-là. Il faut donc que les gens apprennent à se libérer. Regardez les comportements que les Bamileke affichent d'un certain âge. Quand il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à parler. Ils ont du mal. Et ils ont été abandonnés. Leurs parents, à l'époque aussi, ont été abandonnés après le maquis. Il fallait des cellules psychologiques spécialisées. Il fallait les suivre parce que les gens, pendant longtemps, ont été traumatisés. Ceux qui s'étaient battus pour l'indépendance du Cameroun, au lieu de les appeler les héros de l'indépendance, on les a traités de maquisards. D'autres, on les traitait de fous. D'autres, on disait non, il paye le karma. D'autres, on disait que non, il fuit parce qu'il ne veut pas payer les impôts, il fait semblant d'être fou. D'autres disaient que non, c'est parce qu'il a un totem dans son ventre qui le dérange. Mais non, ce n'étaient pas des sorciers. Ce n'étaient pas des maquisards. C'était des gens patriotes qui s'étaient battus pour l'indépendance du Cameroun. Et ils se sont battus. Beaucoup se sont battus avec. Ils ont tout perdu. Ils ont accepté de se battre, de se sacrifier pour leur pays, le Cameroun. Et aujourd'hui, vous avez Limbi Lobel qui vient sur un plateau télé traiter Ernest Ouandié de bandit. Et les Bamileke ont laissé faire. Il n'y a aucun lobbying. Personne n'a déposé plainte contre lui. Quelques jours plus tard, on va profaner la tombe de Ernest Ouandié dans son propre village, en pays Bamileke. On a fait ça, on est parti. Personne n'est inquiété. C'est pour ça que je parle de la création d'un véritable lobbying puissant, capable de défendre les intérêts du peuple Bamileke. Parce que c'est abusé. Quelqu'un a été humilié, fusillé à Bafoussam, le 15 janvier 1971. Fusillé là-bas, avec ses camarades. Il a même plaidé pour ses camarades en disant que c'était des innocents, laissez-les. Non, on a dit on va les liquider. Et Aïdjo est sans sentiment. Quand je vois les Bamileke en tomate sans caleçon, qui se lèvent aujourd'hui, quand ils vont au Sénégal, ils vont se recueillir sur la tombe d'Aïdjo. Vous êtes maudits. Maudits. C'est une malédiction que vous traînez. Allez demander pardon à vos ancêtres. Allez verser l'eau comme ça. Allez faire des libations, demandez pardon. Je parlerai de ça. On va lire un petit extrait à la page 269. Donc, regardez comment on traumatise un peuple. Et même quand ils vont quitter l'Ouest, ils vont dans d'autres parties du Cameroun, on impose les laissez-passer. On boucle les grandes villes et villages. On les traumatise sur l'ensemble du territoire. On contrôle les cartes d'identité. Des gens qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas d'acte de naissance et rien, on contrôle. Et tu n'as pas ça. Tu es étiqueté. Il y a la position, n'est-ce pas, des têtes coupées dans des carrefours. Il y a des déportations dans des camps de regroupement, j'en ai parlé. Il y a des couvre-feux. Imagine, tu vis dans ce contexte-là pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand ils ont commencé à pilonner l'Ouest Bamileke, ça a commencé en 1958, après la mort de Oumiobe. Jusqu'en 1971, les populations étaient encore attaquées partout à l'Ouest. Ça a traumatisé des gens. Des parents eux-mêmes qui ont mis au monde des enfants qui ont été traumatisés. Ça a donné ce que tu vois aujourd'hui au Bamileke à 60 ans. On vient, on le bouscule même, il ne sait même pas dire stop. Et ça a créé la grande corruption que vous voyez aujourd'hui. Le Bamileke est devenu un être corrompu. Il est corrompu pourquoi? C'est pour ça que le Bamileke fait tous les arrangements possibles avec le système. Parce que c'est pas que c'est un corrompu dans l'âme, mais c'est quelqu'un qui essaie de s'adapter. Il est en condition de survie dans son propre pays. Il trouve tous les moyens pour s'adapter. Bonjour mon commandant Olivier Tchanan. Le Bamileke importe une marchandise. Le douanier dit c'est 1 million. Le Bamileke lui-même sait que le vrai prix c'est 500 000. Comme le douanier a dit c'est 1 million, on veut l'appuyer pour prendre son argent. Il dit que bon, on va faire comment? On va négocier, on va trouver une solution.
il va choco. Et il finit de choco maintenant. Il prend la marchandise. Un truc qui coûtait 1000 francs, il va mettre ça à 2000 pour récupérer son argent. Parce que le Bamileke veut avoir sa paix. Il va avoir sa tranquillité. Ça va donner ce que vous entendez au Cameroun. Celui qui a ce que vous voyez à Tangandi répéter, ce n'est pas lui qui crée ça. C'est les autres Bamileke eux-mêmes qui disaient à leurs frères Bamileke, attention, calmez-vous. Les Augustin Konchoukomeni, l'un des rares ministres Bamileke que Biya a maintenu pendant 8 ans. Il n'y avait aucun ministre Bamileke. Le seul, c'était Konchou, ministre des postes et télécommunications. Pendant 8 ans, un gouvernement avait un seul ministre Bamileke. Il fallait punir les Bamileke qui ont osé dans les années 90-92 voter contre Paul Biya, avec ce qu'ils ont appelé maintenant l'axe anglo-bami. C'est là où ils sortent l'histoire de quelqu'un qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Donc le Bamileke, malgré, essaie de s'adapter par tous les moyens possibles. Il faut choco, corrompre partout à gauche, à droite. Le Bamileke est capable de faire ça pour avoir sa paix et sa tranquillité. Le Bamileke achète un terrain, 1 million. On signe tous les documents, tout est légal, c'est bon, non, ok. 10 ans, 15 ans après, on vient dire que non, l'époque là, tu avais vendu ça, c'était pas cher, c'était pas au bon prix. Il faut que tu rachètes le terrain au prix de maintenant. Le Bamileke encore commence les pleurs que, ouais, vous me voulez encore quoi. On dit que bon, organisons-nous une fête. Le Bamileke, il court au marché, il achète le plantain. On va faire le congrès dimanche, acheter le porc, acheter ceci. Tu as acheté ton terrain. C'est normal que 15 ans après que le terrain prenne de la valeur. Les gens viennent réclamer le terrain en disant qu'à l'époque, on avait vendu ça moins cher. Ou comme une histoire à la con que j'ai vu mon quartier, dans mon quartier à Yaoundé, le peu de temps que j'ai passé là-bas, chez les Mbokmanzé dans mon quartier, où il y a une maman avec ses enfants d'ailleurs qui avait attaqué une famille Bamileke. Je parle d'un truc que j'ai vécu, où on dit que non, 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 à l'époque, quand on avait vendu le terrain à ta mère, on avait vendu ça, on avait pitié d'elle. C'était juste pour cultiver. On a vendu juste pour cultiver. Et on ne savait pas que son fils était caché aux États-Unis. Son fils est venu faire un grand immeuble là-dessus. Ça a créé un sérieux problème au quartier. Les gens sont maintenant entrés dans des revendications partout. Ce qu'a dit qu'il faut une réunion, il faut mettre le congrès au sol, il faut acheter le beban, le porc pour distribuer aux gens les porcs longs châssis qui sortent de l'ouest là. Tu vends le terrain à quelqu'un et c'est toi qui lui dis ce qu'il va faire dessus. Donc tu as vendu le terrain à quelqu'un, tu lui dis que non, à l'époque c'était pour cultiver. Mais si 15 ans après son fils est au Canada, aux États-Unis, c'est en Angleterre, et il a assez d'argent pour venir investir sur le terrain. Comme il y a donc eu l'immeuble, la jalousie a commencé. On vient dire que non, maintenant il doit rajouter un peu d'argent parce qu'à l'époque on avait vendu ça moins cher. Le Bamileke, malgré tout, essaie toujours de s'adapter. Non, on va essayer de trouver, toujours il y a une solution, calmez-vous. Il faut calmez-vous. Voilà comment. Le Bamileke est devenu un corrompu. Et là, on parle comme ça des conséquences toujours du génocide. On est là dans les conséquences. C'est pour ça que l'esprit bagarreur, l'esprit frondeur et tout ça, le Bamileke, dès que ça commence à faire du bruit, il n'est plus dedans, il recule. Et nous sommes donc en train de faire ce travail-là de désaliénation. Nous faisons donc ce travail de sensibilisation parce que la génération Bamileke actuelle ne pourra plus jamais accepter l'humiliation que nos parents ont subie. Jamais. C'est Mbombeso Mbombo qui parle. Est-ce que j'ai attaqué une tribu ici depuis que je parle? Mais nous allons défendre nos intérêts en tant que Bamileke. Et cela n'arrivera plus jamais. Quitte à ce que nous, la jeune génération, on entre au clash. On va aller en clash avec les anciens là, qui sont en train de nous perdre du temps. Il y a même des trucs là, nous on veut faire, ils nous découragent. Au bout d'un moment, on va vous dégager, on vous écarte. Et nous on va faire ce qu'on a à faire. Ça va sortir comme ça va sortir. Si votre cœur est déjà mort, reculez-vous. Le moment venu, on va vous dire, reculez-vous et vous nous laissez faire notre travail. On ne va pas accepter l'humiliation de trop. Et il n'y aura pas de second génocide de Bamileke. Ça n'existera jamais tant que la jeune génération, nous sommes en vie. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas autant humilier un peuple. Et ils sont toujours là à chercher les magouilles, les arrangements à gauche, à droite. Donc, ils vont imposer les déportations. Je parlais des couvre-feux tout à l'heure. Des exécutions sommaires sur la place publique. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils ont tellement tué les gens dans des grottes, dans des
des zones marécageuses parce qu'ils jetaient des corps partout. Il y avait tellement de morts. C'était tellement moche à voir. Au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, il faut qu'on cache parce que là, c'est de trop. Ils avaient tellement qu'ils aiment les gens à l'ouest qu'ils allaient maintenant, ils creusaient des fosses communes. Quand ils pouvaient, ils jetaient. Et il n'y avait pas de fosses communes. Voilà, quelqu'un me dit, et les Bassards. Voilà comment les gens cherchent les problèmes. J'ai parlé des Bassards ici. J'en ai toujours parlé sur la toile. J'ai des bouquins ici qui parlent du maquis en pays Bassa. J'ai déjà fait des lives, des conférences là-dessus. Donc là maintenant, on est dans la même logique. On vient me reprocher, moi Bamileke, pourquoi je suis en train de pleurnicher alors que les Bassa ont subi la même chose. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Joseph Zé, il faut me bloquer. Joseph Zé, il faut bloquer Joseph Zé. Allez. Voilà. On n'a pas le droit de se plaindre, d'expliquer aux gens ce qui s'est passé. Il y a des gens qui viennent nous reprocher. Pourquoi nous on pleure? Pourquoi nous on pleurniche? Donc, il appelle ça pleurnicherie. Voilà. Voilà comment ça continue. Donc, ils sont donc allés maintenant dans des zones tenues secrètes où ils éliminaient tellement de gens. Il y avait des points de chute, comme la chute de la Métier. Il y a plusieurs chutes hein, où ils éliminaient les gens. Parce que ça ne faisait... C'était tellement moche qu'il y a des cadavres qui jonchent les rues partout. À un moment, ils se sont dit, bon, on va faire un peu des choses en cachette. Et à un moment, ils sont allés sur la Sanaga. Donc, ils arrêtaient les Bamileke qui étaient les rebelles, qu'ils arrêtaient. Voilà. Et quand ils arrêtaient donc les rebelles, ils les mettaient dans des avions en promettant que non, on va aller vous juger à Tchang. Puisque Tchang était l'ancienne capitale et tout. On va vous juger à Tchang. Non, on les prend dans des avions, on amène du côté de la Sanaga. Et au-dessus de la Sanaga, avec des avions, on les largue. Ils ont fait ça à nos parents. Et depuis que je parle ici, je suis en train de parler d'un maquis spécifique qui s'est passé à l'ouest. Ça n'a pas empêché que j'évoque les autres. Ça n'a pas empêché que tout à l'heure, quand je faisais mes libations, j'ai invoqué les Ngosoding, j'ai invoqué les Oumniobe, j'ai invoqué les gens qui s'étaient battus, les castors au sein d'Afana. Quand je fais mes libations, je les invoque. Vous n'avez même pas idée de ce qu'on fait dans les autres zones du Cameroun. Moi, personnellement, ce que je fais. La fille de Oumniobe, je vous ai dit, c'est ma maman ici. Elle est là, elle habite, c'est ma voisine. Quand je finis, je traverse là, je suis à la maison avec elle. C'est terrible cette façon de fonctionner. Je suis en train de parler de l'histoire de notre pays. Il vient dire, ah, on pleurniche. Oh, les Bassa ont aussi subi. Est-ce que j'ai dit que les Bassa n'ont pas subi ça? À quel moment j'ai dit que le génocide n'a pas existé en pays Bassa? Voilà comment on vient chercher le problème. Donc, tellement ils ont massacré, ils ont allé au-dessus de la Sanaga, ils ont largué des corps là-bas parce que ça faisait trop. Il fallait quelque chose d'une... Ils ont appelé ça opération main propre. Parce qu'il ne fallait pas qu'on les attrape. On dit que non, c'est des gens qu'on allait à Yaoundé pour les juger ou à Tchang. Non, on prend, on arrive. En pleine nuit, on les largue dans la Sanaga. Nos parents qui ne savaient pas nager. Et même si tu sais nager, tu t'en sors comment la Sanaga, elle est vaste. C'est comme ça qu'on retrouve des corps partout. Partout dans l'Ouest. On parle de entre 600 000 et 1 million de morts. Et jusqu'à présent, on parle du génocide des Juifs, on parle du génocide des Arméniens, on parle des autres génocides. Mais on ne parle pas du génocide Bamileke, on ne parle pas du génocide Bassa. Ou alors même des génocides camerounais. Pourquoi? Parce que la question n'a pas été mise sur la table. Il faut que le gouvernement camerounais d'abord porte plainte contre la France. Or, Biya, le fils du colon qui est là, ne peut pas porter plainte à la France. Il faut que le problème soit mis sur la table, comme les Kenyans, avec l'affaire le massacre qu'il y a eu, le génocide des Kikuyu. Les grands intellectuels comme les Ngudji Wationgo ont porté cette cause. Ils sont nombreux.
Il y a eu le génocide des Kikuyu au Kenya, des Mao Mao, qui étaient majoritairement Kikuyu. Mais ils ont obtenu gain de cause. Vous voyez ce qui se passe en Namibie avec le massacre des Nama et des Herero. Ils ont déposé une plainte, ils ont obtenu gain de cause. Ce n'est qu'à partir du moment, ce n'est que quand l'État d'abord prend ses propres responsabilités en déposant une plainte dans un tribunal bien précis. Quand la question est jugée et tranchée par un tribunal spécialisé, on peut à partir de ce moment-là parler de génocide. C'est pour ça que vous entendez, eux ils parlent de guerre au Cameroun. Guerre au Cameroun. Ils ne parlent pas de génocide Bamileke, ils ne parlent pas de génocide Bassa. Mais c'est exactement ce qui s'est passé au Cameroun. Donc, pour qu'on commence à parler de génocide, il faut qu'il y ait une qualification bien propre après le jugement dans un tribunal. Or, la question n'a jamais été mise sur la table. Vous avez François Hollande qui vient reconnaître à demi-mot, bon, il y a eu des choses. Vous avez François Fillon qui est venu dire, bon, vous avez plutôt aidé. La colonisation était un bienfait pour l'Afrique parce qu'on vous a beaucoup aidé. Bonjour, Macabo de l'Ouest, ma personne personnelle. Donc, on va lire une partie. J'ai évoqué ici le génocide psychologique, les traumatismes qu'il y a eu après. Il n'y a pas que de génocide physique, il y a le génocide aussi culturel. C'est-à-dire que derrière les gens qu'on élimine, il y a la culture derrière qui disparaît avec. Parce que ces gens-là, n'est-ce pas, portent l'âme de cette culture. Il y a des gens qui étaient par exemple des maîtres dans les rituels, d'autres qui étaient des guérisseurs traditionnels. Tous ceux qu'on élimine là, c'est des gens qui avaient un potentiel dans la société. Et c'est ça qui fait vivre une civilisation. Ce sont des humains qui portent cette civilisation. Bonjour, bon courage à Sibi, pas de souci. Donc, on va lire la page 162 jusqu'à 164. Il y a beaucoup de choses, je fais exprès, n'est-ce pas, de parler de quelques petites parties seulement. Il y a tellement, parce que le livre, il est très puissant. Il est puissant, l'ouvrage. Très puissant. Mais je ne peux pas tout vous donner, donc c'est une façon de vous pousser à aller acheter, une façon de vous pousser à lire. Asibi, de toute façon, je vais enregistrer le live, il est sur Facebook, je vais également le mettre sur YouTube. Donc, si la suite t'intéresse, tu pourras regarder. Bon courage à toi. Page 162. Cette partie. Tous ces lieux de refuge systématiquement criblés, certains enfants étaient restés dans un... Ils n'eurent pas le temps. On parle ici des enfants. Car tous ces lieux de refuge furent systématiquement criblés de balles bombardées et incendiés par des avions. C'est au cours de son errance dans les parages de Tsepou. On est ici à Bangan, dans le département du Bamboutos. C'est pour ça qu'il parle de Tsepou Mada. C'est au cours de son errance dans les parages de Tsepou qu'un jeune du quartier Mekweya, élève du cours élémentaire à la mission de Nzong, super intelligent, tous les maîtres de l'école étaient unanimes que le niveau d'intelligence de ce garçon était largement au-dessus de la moyenne. Donc le jeune homme fut atteint par une balle tirée d'avion. La troupe de militaires arrivée, la première sur les lieux, paracheva le travail si bien commencé. Elle incendia tout ce qui pouvait encore l'être, rendant impossible toute comptabilité et toute identification des corps de ce pogrom Bangan, dont les victimes étaient venues de tous les recoins du regroupement, sans oublier les rebelles eux-mêmes, originaires et non Bangan, qui avaient fondu dans la foule. Jean Tinda et son petit frère sont parmi les miraculés de l'église de Tsepou Mada. En effet, ce matin-là, leur mère était partie très tôt sans dire où elle allait. Lorsque les bruits des canons se firent pressants, les coépouses de sa mère prirent chacune ses enfants et disparut. Tinda prit son cadet et se lança aussi dans une fuite
qui le mena du quartier Pangtse jusqu'à un endroit où il s'aperçut que les gens s'abritaient dans une église. C'est l'église ici de Tsepumada. Il fit comme tout le monde, mais il n'y resta que quelques minutes parce que la salle était trop pleine et que son cadet s'était mis à pleurer, à hurler en gesticulant, peut-être à cause de l'atmosphère étouffante ou parce qu'il s'y sentait de manière prémonitoire en insécurité. Il se fraya péniblement le passage dans une foule, on parle comme ça d'une foule qui a fui les bombardements pour aller se réfugier dans une église. Même dans l'église, ils n'ont pas eu pitié. Ils ont pilonné des églises avec des avions à hauteur. Ils ont massacré les gens. Sans pitié. Le père, la mère, les enfants mélangés. Quand je vois les Bamileke sans caleçon aujourd'hui, qui se lèvent sur la toile. Non, il n'y a pas eu de problème Bamileke. Ah non, il n'y a pas eu de ceci Bamileke. Malédiction que ça vous frappe. On parle comme ça de vos mamans. Du sang qui se mélangeait. Des mamans qui saignaient, qui étaient en période où elles saignaient. Elles retenaient le sang comme ça, là, avec les mains. Humiliées avec des chics au corps. Les cheveux ne sont pas entretenus. On ne prend pas des douches. On est caché dans des recoins avec des enfants. On perd la vie parce que l'enfant a pleuré. Le soldat qui arrive entend les pleurs. Il tire dans tous les sens, dans tout ce qui bouge. Nous venons de très loin. Respecter le sacrifice de nos parents. Ça dit que nous venons de très très loin. Faites très attention. Il fit comme tout le monde, mais il y resta, il y sentait une manière de manière prémonitoire en insécurité. Il se fraya péniblement le passage dans une foule allant dans tous les sens, traversa la salle puante, dégageant la mixture de 1000 parfums résultant de la sueur des corps qui n'avaient pas reçu une goutte d'eau, où on essaie depuis combien de temps. Des chaussures dont un pied était égaré pendant la fuite, sans oublier les haleines des bouches, en cherchant un espace plus commode où s'insérer. Ce fut en vain. Il le fit dans un brouhaha indescriptible. Mélange de murmures, de cris, d'appels, de pleurs, de prières, plus ou moins voilées. Cette ambiance qui ne présageait rien de bon donnait l'impression qu'on était sur une place du marché. Des pleurs et des prières en plus de l'ambiance qu'offrent, n'est-ce pas, les marchés périodiques des villes et des grands villages bamileke. Elle ne donnait pas envie de rester. Tinda finit par trouver un passage qui le conduisit vers une porte latérale. Il sortit non sans être bousculé et se rendit compte que, comme lui, d'autres enfants de son âge ou un peu plus âgés étaient aussi sortis pour essayer de calmer leurs petits frères dont certains criaient encore à tue-tête. Le cadet de Jean Tinda, à califourchon sur son dos, s'était tué une fois arrivé en plein air. Toutefois, la tête plaquée sur le dos de son frère, le calme de l'enfant entrecoupé de sanglots ne rassurait pas Jean. Lui qui était si content d'être en présence de tant de monde rassemblé, qui le rassurait quelque peu, il se demandait ce qui peut arriver à tant de monde réuni en ce lieu. Il ne sait pourtant pas pourquoi il a préféré continuer sa vadrouille vers les montagnes, peu importe où il arriverait. C'est donc de la montagne qu'il put admirer la danse des avions qu'il n'avait jamais vue aussi nettement. Il aurait aimé les voir de plus près encore et les toucher de sa main si possible. Au contraire de son cadet cramponné à lui et plutôt apeuré. Les colonnes de fumée qui montaient vers le ciel ne l'intriguèrent guère. Il se refusa de croire qu'un avion aussi beau pouvait être diabolique au point de faire cramer tout ce monde qu'il a vu à l'église. C'était pourtant la triste réalité. On parle comme ça des avions qui venaient attaquer nos parents. Mélie Robert, quant à lui, quitta l'église au plus vite après qu'il a vu, dès la première pétarade, une balle a transpercé l'épaule d'une femme et a atteint sans doute mortellement son vis-à-vis, qui s'est effondré sur le cou. Il traversa la cour à la vitesse de l'éclair sous la pluie des balles avant de se jeter, catastrophé, dans la maison paternelle. Cette maison avait été construite pour résister aux incendies qui ont léché les premières constructions faites par Mélie, dit la Kessapé.
En effet, pour protéger la maison contre ces incendies récurrents, il avait fait une sorte de dalle de briques sèches reposant sur des poutres en bois avant de mettre le toit. Ce jour-là, la surprise fut grande. Quand on s'aperçut que les balles traversaient difficilement les briques sèches qui faisaient office de dalles. Globalement, les quelques personnes, très peu malheureusement, qui s'y étaient abritées ont eu la vie sauve. Dans ce carnage, Mélie dénombre quelques parents à lui morts. L'oncle de l'honorable Foti est resté tante de Mon Ngwanfo, petite sœur du père de Langou, Talakeyan, ne s'aperçut pas à une balle, ne survécut pas à une balle qu'il a traversée de part en part, morte sur le champ, son fils Jules Langou dans ses bras, Janda eut, quant à elle, un des seins coupé par balle et en mourut. Voilà comment nos mamans étaient humiliées. Avec des avions, on bombardait des innocents, des enfants qui n'ont rien demandé. La mort de Mon Tsoala, épouse de Joseph Tango et mère de Tendonmo Albert, dit Nodem Mitterrand, remonte à ce jour. Ce jour-là, à Tuetan, le nommé Mongwan a perdu la vie. Chez Toun Temkem à Mola, on a déploré le massacre de 3 de ses femmes. En revanche, le frère consanguin de Robert, Maurice Mélie, a eu moins de chance que son frère. Il s'en est toutefois tiré avec une jambe pratiquement sectionnée en deux. Vers la soirée, quand les balles s'étaient tues, il a été transporté à l'hôpital de Batomeni à Balachi, la jambe emballée dans la couverture d'hôpital de Robert. Le bruit a couru ce soir-là et les jours d'après qu'un chef militaire, un blanc, s'était apitoyé devant le corps d'une jeune dame, nouvellement mariée, qui s'était ointe de poudre d'acajou, morte par balle, alors qu'elle courait en direction de l'église. Elle était étendue, couchée sur le dos, face à ce désolant spectacle. Le blanc aurait recommandé de ne plus s'attaquer ni aux femmes, ni aux enfants quand c'était possible. On va continuer. C'est pour ça que quand vous pourrez, quand vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Prenez des minutes de silence, prenez des moments de pause. Rendez hommage à tous ceux-là qui sont tombés, qui se sont battus pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Ce même Cameroun que certains ont pris en otage et sont en train de détruire. Depuis 43 ans, on va de destruction en destruction. Les gens sont morts pour ce Cameroun. Les gens se sont sacrifiés pour ce Cameroun. Il y a une partie ici très intéressante. Il y a, bon, je ne peux pas tout vous lire non plus, mais il y a une partie très intéressante ici d'un rebelle qui dit à un enfant, il sort de la brousse en fait, et on croyait qu'il était mort. Et il retrouve un enfant qu'il reconnaît dans le quartier. Le papa, l'enfant lui dit, ta mère est en train de te chercher.
ta femme te cherche. Sors du maquis et rends-toi. Il a dit, tu vas à l'école, tu es très intelligent. Mais sachant que ce sacrifice que nous faisons, c'est pour vous. Et nous nous battons pour que demain vous soyez bien dans ce Cameroun. Ces gens qui sont morts ne sont pas morts pour l'indépendance d'un pays qui s'appelle le Bamilan. Ils sont morts pour le Cameroun. Quand vous voyez quelqu'un qui est camerounais, qui commence à vous dire qu'on va diviser, ces gens-là sont dangereux. Le territoire là va rester comme il est là. Et nous allons nous battre là-bas, à l'intérieur. Nous tous. C'est notre terre. Si tu trouves le terrain à Garoua, va acheter, tu t'installes. Si tu es Bassa, tu trouves le terrain à Bansoa, va t'acheter, tu t'installes. Si tu es, je ne sais où, tu vas aller acheter ton terrain chez moi là-bas en Djombe, tu pars, tu achètes, tu t'installes. Personne ne doit t'empêcher, tu es dans ton pays. Nos parents de tout ce pays-là ont fait ces sacrifices pour qu'on ait cette terre. Et on ne partira de là-bas pour vivre nulle part et nous sentir chez nous. Même ici, je sais que je suis de passage. Je suis chez moi au Cameroun. On peut vivre ailleurs, s'adapter, s'intégrer. D'autres même vont dans l'assimilation. On peut tout ce que vous voulez. Quand je vois, on va aller à la page 269. 269. Quand vous voyez les Bamileke en tomate sans caleçon qui s'élèvent aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on l'attache à un eucalyptus et fait feu sur lui. On parle ici de Kamdem Niyim, le jour qu'on devait l'exécuter. On est le 3 janvier 1964 à Bafoussam. Il cessa de clamer haut et fort son innocence et de pointer d'un doigt accusateur ses ennemis qui le tuent. D'insister donc sur le fait d'un règlement de compte. Il faut rappeler que Kamdem Niyim ici était prince des Bahamas. L'un des plus jeunes ministres de l'histoire du pays. Il était le chef des Bahamas, je crois. Attendez. À 23 ans, il a été ministre, l'un des plus jeunes ministres en Afrique. Il était le chef Baham, condamné et exécuté publiquement le 3 janvier 1964 à Bafoussam, sous la forêt d'eucalyptus. Bon, je reviens sur cette partie. L'exécution d'Ernest Wandier, alias camarade Émile, et de deux autres nationalistes, Gabriel Tabe, alias Wambolo Courant, et Fotin Raphaël, survient le vendredi 15 janvier 1971 dans un décor qui n'a rien à envier à celui de Pierre Simon. Sa reddition eut lieu quelques mois plus tôt, le 19 août 1970 en Banga. Je vous ai déjà expliqué cet épisode dans l'ouvrage ici de Jean-Frédéric Fenkam, où vous avez sur Jean Fauchivé, c'est celui-là, Jean-Frédéric Fenkam. Comment Fauchivé va piéger Normaux. Il va piéger Ernest Wandier. Il va lui dire non, on va te libérer, demande pardon. Et tout ça a été enregistré. Et l'objectif c'était quoi? D'humilier davantage Ernest Wandier avant de l'exécuter. Et ça c'est comme ça Aïdjo qui avait envoyé l'autre en mission pour faire la sale besogne. Fauchivé. Et avant cette date, un ami commun à Monseigneur Ndormo et à Wandier pour avoir milité et travaillé avec ce dernier avant mai 1955, le reconnut. Même dans sa robe de moine, donc il s'était déguisé en robe de moine, ainsi que c'est pareil que
Félix Roland Momier qui s'était déguisé en femme et qui avait pris la moto pour traverser à les côtés. Voilà, il y a des choses comme ça à l'époque. Donc, Ernest Ouandjé s'était déguisé en moine, mais malgré cela, le monsieur là qui est haut fonctionnaire l'avait reconnu. Le reconnu, même dans sa robe de moine, au couloir du presbytère de Nkonsamba, alors que Monseigneur l'accompagnait. On parle comme ça de la rencontre entre Ndormo et Ernest Ouandjé. Les trois hommes se saluaient. L'évêque présenta le moine en soutane noire, c'est-à-dire Ernest Ouandjé, comme un ami ecclésiastique originaire d'un pays voisin, venu lui rendre visite. Haut fonctionnaire de la République, Pierre comprit très vite le pourquoi de la présence d'Ernest chez Ndormo. C'était un secret de Polichinelle de dire que le président de la République avait confié une mission de la plus haute importance à l'évêque, amener Ouandjé à se rallier, à quitter son camp du Mont Coupé. Parce que Ouandjé, ça c'est sa deuxième partie du maquis, mais il avait d'abord été au maquis à l'ouest. Néanmoins, le procès d'Ernest Ouandjé et de Ndormo Albert eut lieu à partir du 26 décembre 1971 dans des conditions jugées de mascarade par Ouandjé. On sait ce que dit Ahidjo à la suite de ce procès et des demandes de grâce qui furent adressées au président. Et il ne faut pas donc oublier qu'il y avait la pression de la France avec l'arrivée et la visite de Georges Pompidou qui avait dit avant que je n'arrive, Ernest Ouandjé et tous ces gens-là doivent être déjà éliminés. On sait ce que dit Ahidjo à la suite de ce procès. Et il faut savoir que Ahidjo était très jaloux de Ernest Ouandjé, était remonté contre lui. Parce qu'ils ont été à l'école ensemble à Yaoundé à l'époque. Et Ahidjo n'a jamais supporté de voir un Ernest Ouandjé qui était brillant. Ndormo, c'est Ahidjo qui dit ici. Ndormo, je le déteste. Il sera gracié. Ouandjé, je le respecte. Il sera fusillé. Ça, c'est ce qu'Ahidjo dit. Le corps est aujourd'hui au Sénégal, les gens pleurent. Ça, c'est ce que Ahidjo dit. Les Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale. Ils se lèvent, quand ils vont au Sénégal, ils partent s'incliner sur la tombe d'Ahidjo. Moi, j'avais mon collègue de service ici qui était ami à sa femme, qui est décédée il y a quelques années, paix à son âme. Il disait que non, il faut aller, je m'en vais comme ça. À l'époque, elle était à Montpellier ici. Oui, je m'en vais lui rendre visite, viens avec moi. Je dis que moi, je vais aller rendre visite, m'asseoir. Avec les gens qui ont fait le génocide, qui ont génocidé mes grands-parents. Mon ami, si tu veux partir, tu pars. Ernest Ouandjé va dire ceci. Tout comme clamant son innocence, tout comme Kamdem Niyim clamant son innocence, Ouandjé a dit, vous aurez un jour à répondre de cette forfaiture de condamnation devant l'histoire. En ce qui me concerne, je suis prêt à aller au poteau d'exécution. Autant ne pas faire un procès de pure forme. Ernest Ouandjé, tête levée comme ça, digne et fier. Il a allé, quand on voulait emballer les yeux, il a dit non, je n'ai pas besoin de ça. Sacrifiez-moi. Exécutez-moi. Oui, aujourd'hui, là, les Bamileke, sans caleçon. Là où on salue leur tribu, on salue le travail des héros. On traite Ernest Ouandjé de bandit. Il porte et dit que non, c'est vrai. C'était un bandit. Voilà quelqu'un dont la vie, il s'est sacrifié. Quand ils vont au Sénégal pour montrer qu'ils étaient au Sénégal, ils partent se filmer. Ils montent sur la toile jusqu'à ils sont contents. Avec le bourreau de vos grands-parents. Donc, à partir de cette période de la réunification du 1er octobre 1961, va accélérer l'arrestation des rebelles, car ne pouvant plus se cacher côté anglophone, qui était leur base arrière.
J'ai expliqué ça hier dans un live. Je ne vais pas tout vous donner non plus, hein, parce que si j'explique tout, vous n'allez pas acheter le livre. Le but, c'est que le livre soit acheté. Acheter le bouquin, il est puissant. Très, très intéressant. Très intéressant. Donc, quand il y a réunification, pour aller à la réunification, il fallait que les Camerounais votent. Donc, ceux qui étaient donc du côté francophone et qui étaient dans le maquis vont fuir le maquis pour se réfugier, n'est-ce pas, du côté anglophone. Donc, étant là-bas, ils sont des réfugiés. Donc, ils sont considérés comme dans un territoire étranger et donc protégés par les institutions de là-bas. Donc, le francophone, pour fuir la guerre à cette époque, va dans la région anglophone. Et les militaires camerounais francophones sont là obligés de s'arrêter. Ils ne peuvent pas aller de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Là-bas, c'est l'Angleterre. Et là-bas, c'était le Cameroun anglophone. Et ils vont donc faire le vote, le référendum, pour que le Cameroun, pour que cette partie anglophone rejoigne le Cameroun francophone pour former l'État fédéral. Et donc, hier, ceux qui étaient donc des réfugiés et donc protégés du côté anglophone vont devenir des simples déplacés internes parce que l'endroit qui était hier un autre pays, un autre territoire, si vous voulez, va devenir une partie intégrante du Cameroun. Et donc, c'est comme ça qu'à partir de cette période-là, ça va s'accélérer. Donc, les soldats, les rebelles et autres qu'on ne pouvait pas arrêter côté anglophone, les Bamileke qui avaient fui côté anglophone et qui là-bas avaient organisé leur vie, étaient devenus des commerçants, d'autres travaillaient dans des plantations, d'autres s'étaient mariés, ils ont commencé à fonder des familles et tout. Non, du jour au lendemain, ils sont redevenus des clandestins dans leur propre pays. Quand le Cameroun a fait le référendum, la réunification des deux Cameroun. C'est comme ça que on va aller les arrêter là-bas, d'autres on va les sacrifier, d'autres on va les exécuter, je veux dire, et puis on va arrêter beaucoup là-bas pour les amener à Tchang, les juger, et d'autres vont aller à Yaoundé, progressivement. Ça va être une période de débandade totale. Les gens sont donc vont être traumatisés encore et encore. D'autres vont retourner dans leur village pour se rendre compte que le village a été complètement... D'autres même vont se perdre. D'autres ne vont même plus se retrouver parce que le village a été complètement dévasté. Il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus rien. Et c'est comme ça que nos parents se sont remis ensemble. Ils ont recommencé à construire à partir de ce qu'ils avaient, du peu qu'ils avaient. Ils étaient sans caleçon, ils n'avaient rien du tout, dès le départ comme ça, à la fin du maquis. Ils vont se battre, à tisser des petits raffias, commencer à faire des petits trucs, à rebâtir, à reconstituer nos traditions, à remettre les rites en place, à construire des petites chefferies, à construire des cases, à construire des grandes concessions au fur et à mesure. Ils vont commencer à former des enfants. Les soigneurs vont redevenir, voilà, vont reprendre service. On cueille telle herbe pour soigner telle maladie. On va commencer au fur et à mesure à se remettre au travail. On va assainir tout le village. Les parents vont marcher de quartier en quartier. Aujourd'hui, on vient prêter main forte à tel quartier pour aller de l'autre côté nettoyer les cadavres de nos parents qu'on a laissés dans les rues avec les enfants. On va quand même leur trouver une sépulture. Parce que c'est des êtres humains qui ont droit à la dignité. Au fur et à mesure, ils vont remonter les pentes. Jusqu'à ce que l'Ouest devienne ce que vous voyez aujourd'hui. Jusqu'à ce que les enfants Bamileke deviennent ce que nous sommes aujourd'hui. Personne ne devrait être célibataire. Il fallait reconstruire, il fallait refaire le nombre. Parce qu'on avait tellement Kilam à l'époque, nos parents, qu'à un moment c'était de trop. On a failli disparaître. Les hommes prenaient 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes. C'était des gens robustes, forts, des gens travailleurs. Aujourd'hui, on a une génération de feignants, des feignants incapables même de faire des enfants. Vous êtes quand même nés. On a la chance d'être nés à une époque. Ils ont subi des choses. Hein. Ils ont enduré des choses inimaginables. Vous avez aujourd'hui des générations de feignants qui sont couchés chez leurs parents à 38 ans, 40 ans. Ils sont encore dans la maison familiale.
La mère prépare et goûte, il dit qu'il n'y a pas assez de sel. Les feignants, sort de la maison, on va te chercher. C'est des gens qui n'ont pas eu de vie, des gens qui se sont sacrifiés. Ils ont tout donné pour qu'on soit là où on est aujourd'hui. Voilà des générations de feignants, ils sont même capables d'enceinte des femmes. Nos parents avaient les 10 femmes, ils avaient les 50, 60 enfants. C'était des guerriers qui se battaient tous les jours. Aujourd'hui, vous voyez les Bamileke sans caleçon qui combattent la polygamie. S'il n'y avait pas ça, vous serez quoi aujourd'hui? Les Bamileke sans caleçon là. Sans colonne vertébrale, sans fierté, sans dignité. Les voilà. Aujourd'hui, ce qui a fait de notre peuple un peuple fort, puissant et nombreux à travers le monde. Les Bamileke aujourd'hui, c'est 15 millions de personnes à travers le monde. Vous devez dire merci à vos ancêtres quand vous vous levez tous les matins. Vous prenez un calebasse d'eau, vous partez comme ça, vous versez, vous faites des libations, vous les appelez. Merci pour votre sacrifice. Vous voyez des 100 caleçons qui s'élèvent aujourd'hui là, qui parlent. Bon, j'espère que ça a été, que pendant ce live, les ancêtres m'ont bien inspiré. La pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Je me suis beaucoup abstenu. Bonjour, Mash, brave combattante. Donc vous voyez, malgré que je suis resté posé, j'ai parlé du livre, j'ai présenté tout. Il y a des gens qui m'ont toujours attaqué. Malgré ça, ils sont venus, les Bamileke pleurent trop. Les Bamileke sont dans la victimisation. Donc voilà ça qu'on appelle victimisation. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez partagé massivement. J'espère que vous avez partagé massivement. C'était Bertie Le Camite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Plus des bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombumbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Bonne journée à mes amis du côté de TikTok. Voilà. Donc voici mon travail. Voilà, voici le travail que je fais. On sensibilise, on est dans la pédagogie, on explique, on démontre, on apporte des arguments, on déconstruit le discours mensonger proféré sur les réseaux sociaux. On fait tout ce travail-là. Voilà. Ça, c'est mon travail, ça, c'est mon devoir. Quand les ancêtres disent que va parler, les ancêtres méritants ne peuvent pas m'appeler pour dire mon sort, tu vas insulter d'autres tribus. Jamais, je ne suis pas dans cette démarche. Mais ils viennent, ils nous insultent. Tout à l'heure, vous avez bien vu, vous êtes témoins, ils sont venus insulter. Si j'avais répondu, on allait encore dire quoi? Ah, c'est les tribalistes. On n'est pas là pour attaquer d'autres tribus. Ce n'est pas mon objectif. Il faut. Mais nous n'allons jamais laisser que les autres nous humilient. Nous allons nous battre. Et le Cameroun, c'est pour nous tous. Il n'y a pas un qui soit plus camerounais que l'autre. Ce n'est pas possible. Allez, j'ai arrêté sur TikTok. Bonjour. C'est bon sur TikTok. Mes amis du côté de Facebook, merci à vous. Merci à vous. Très bonne journée à tous et à toutes.